C'est comme ça, tu vois mieux. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Question. Question noire. Vous prévoyez provisionner 10 machines virtuelles à l'aide d'un groupe de machines virtuelles identiques. Le déploiement est défini dans un modèle de ressources manager afin de garantir une configuration cohérente sur toutes les instances. Les machines virtuelles doivent utiliser une extension de machine virtuelle et prendre en charge des charges de travail sans état à grande échelle. Laquelle des options suivantes vous permet de déployer des machines virtuelles le plus rapidement possible? Créer un groupe de machines virtuelles identiques et définissez un mode d'orchestration sur flexible. Créer des machines virtuelles dans le portail Azure. Créer un groupe de machines virtuelles identiques et définissez le mode d'orchestration sur uniforme. Créer des machines virtuelles dans Azure CLI à l'aide de AZVM Create. On dit, tu dois provisionner 10 machines virtuelles à l'aide de groupes de machines virtuelles identiques. Le déploiement est défini dans un modèle ARM déjà, afin de garantir la configuration cohérente de toutes les instances. Les machines virtuelles doivent utiliser une extension de machine virtuelle et prendre en charge des charges de travail sans état à grande échelle. Bon, moi, je pense à créer un groupe de machines virtuelles identiques. Mhm. Mais il y a deux cas, flexibilité et uniforme. Sauf que je crois qu'on a demandé 10 machines, je ne veux pas d'uniforme. Non, je sais pas. Parce que pour créer les VMSS, c'est-à-dire les groupes de machines virtuelles identiques, il y a deux options. Flexibilité te donne la possibilité d'ajouter des machines qui ne sont pas forcément identiques. C'est-à-dire, tu peux ajouter des machines dans le groupe. Alors que uniforme, les machines doivent avoir une même configuration uniforme. Elles seront toutes identiques. Mais dans le texte, qu'est-ce qui nous pousse On a dit, vraiment on a dit, à vous choisir prévoyez, uniforme? vous prévoyez provisionner 10 machines virtuelles à l'aide des groupes de machines virtuelles identiques Azure. C'est pas forcément le terme identique là. Parce que quand tu Moi, prends le je mode comprends. flexible, ça te Je donne une te, certaine flexibilité. ça te permet d'ajouter la Ça te machine. permet d'ajouter après, donc de créer une machine à part et de l'ajouter après. On dit le déploiement est défini dans un modèle Azure Resource Manager afin de garantir une configuration cohérente sur toutes les instances. Les machines doivent utiliser une extension de machine virtuelle et prendre en charge des charges de travail sans état À à grande grande échelle. échelle. Donc il faut que les machines là qui seront créées viendront avec une extension. Bon, l'extension ici, ça peut être un outil qui est créé au même moment, donc qui sera ajouté sur toutes les machines là. Il n'y a rien qui nous pose à faire la flexibilité ici. Ils n'ont pas dit qu'ils prévoient ajouter d'autres machines et tout ça. Donc, prenons le uniforme. Ok. Ouais, de toute manière, on va vérifier. C'est ça. Bonne réponse. Uniform utilise le profil au mode de machine virtuelle pour adapter sa capacité à celle souhaitée. Ce mode d'orchestration est principalement utilisé pour les charges de travail sans état à grande échelle, nécessitant des instances de VM identiques. Elle rajoute également une haute disponibilité du domaine de panne, moins de 100 machines virtuelles. Flexible offre une haute disponibilité avec des types de VM identiques ou multiples, jusqu'à en répartissant les VM sur les domaines de panne dans des régions d'une- dans une région ou au sein d'une zone de disponibilité. Ok.
Voilà, là-bas, c'est ici là qu'on choisit. On dit ici que la flexibilité est incorrecte car elle vise à créer des machines virtuelles optimisées pour des charges de travail sans état à grande échelle. Le mode d'orchestration flexible est principalement utilisé pour des charges de travail avec voilà. Quorum ou bien état. Ça veut dire que à partir de telle machine, tu peux monter à partir Voilà, de je viens. Maintenant, pourquoi les deux autres, pour toi, d'après toi, pourquoi le... Bon, c'est vrai que les deux autres sont quand même clairement fausses. Non, c'est faux parce que on peux va pas dire créer créer 10 machines, c'est complexe, quoi. Ce sera choisi créer des machines. 10 machines, ça va. c'est Et le dernier, celui qui dit créer des machines virtuelles, c'est même aussi parce qu'on dit il faut faire le déploiement ARM. C'est que le déploiement ARM, on déclare juste ce qu'on veut faire dans un fichier. En plus, ça te permet de créer les 10 machines directement. Le VMS. Le VMS, c'est directement, oui. Le VMS, c'est l'objet créé qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 10 machines. Donc, contrôler derrière le VMS. Oui, c'est bon, on peut passer. Non, stop. Non, permets mon c'est quoi ça? Tu avances comment, là? Ok. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est chiant. Quand tu cliques là-bas, tu changes les exercices. Ouais, c'est ce que je vais cliquer. Il y a suivant d'en bas, là, non? En bas, là. Oui. Même là-bas, c'est bon. Tu es déjà sur la deuxième question. Okay. Oui, c'est bon. Cette question fait beaucoup. Vous avez déployé un serveur Ubuntu à l'aide d'une machine virtuelle. Vous avez reçu un courriel vous informant que vos ressources seront affectées par la maintenance planifiée. Vous devez migrer la machine virtuelle vers une nouvelle Azure. Solution, déplacer la machine virtuelle vers un nouveau groupe de ressources. Cette solution permettait d'atteindre l'objectif. Non. Parce que, en fait, on a une machine, un serveur Ubuntu. On a reçu le courriel venant de Microsoft parce qu'ils ont planifié. Peut-être la maintenance planifiée là, va affecter notre ressource serveur. Mais comme ça, pour ne pas être affecté, nous décidons de migrer notre machine virtuelle vers un nouvel hôte Azure. Ça veut dire qu'il faut déployer ça dans un nouvel hôte qui ne sera pas affecté. La solution là n'est pas fiable. Parce que ce sera où? Oui, ça dépend d'où ce. Et même si, non, en fait, tu sais que la localisation du groupe de ressources, on s'en fout. On avait vu ça, que ça n'a aucun impact. Mais la maintenance qu'on va faire, c'est sur quoi d'abord? Ça veut dire quoi? Non, on n'a pas besoin de connaître la maintenance pour répondre. Le type de maintenance. L'information qu'on doit savoir, c'est que cette maintenance doit affecter la disponibilité de notre ressource. Ça veut dire que pendant la durée là, notre serveur ne sera pas peut-être accessible. Maintenant, est-ce que la localisation du groupe de ressources résout ce problème? Non. Parce que le groupe de ressources, même si le groupe de ressources n'est pas dans la région affectée, tu vois, non, ça ne veut rien dire parce que une machine, notre serveur déplacé là-bas, ça ne change pas la localisation du serveur, tu le sais.
Déplacer une ressource dans un groupe de ressources ne change pas son emplacement, ne change pas où L'emplacement est déployé. oui, ça ne change pas C'est le juste data c'est juste center dans lequel il se trouve. le déployer. C'est juste là pour la gestion administrative. Voilà. Ça n'a rien à voir Donc, avec du coup, ici, c'est un gros non. Les VM font partie des ressources de calcul à la demande évolutive proposée par Azure. On opte généralement pour une VM lorsqu'un contrôle accru de l'environnement informatique est nécessaire. Une VM Azure offre la flexibilité de la virtualisation sans nécessiter l'achat ni la maintenance du matériel physique qui l'exécute. Toutefois, la maintenance de la VM reste indispensable. Configuration, application de correctifs, installation de logiciels qui sont exécutés. Dans le scénario, il est nécessaire de migrer la machine virtuelle vers une nouvelle hôte Azure. Le déplacement de la machine virtuelle vers un nouveau groupe de ressources ne signifie pas qu'elle est également déplacée vers une nouvelle hôte. Voilà. Le groupe de ressources est simplement un conteneur regroupant des ressources associées. Au lieu de déplacer la machine virtuelle vers un nouveau groupe de ressources, vous devez sélectionner le bouton Redéployer dans la section Support et dépannage. Notez qu'une machine virtuelle est redéployée et déplacée vers un nouveau nœud d'infrastructure Azure, puis redémarrer. Par conséquent, elle sera indisponible pendant le redéploiement. La bonne réponse est donc non. Eh bien. Vous prévoyez utiliser un modèle de ressources ARM pour déployer 5 applis web dans la même région. Vous êtes tenu de lancer l'application de la manière la plus rentable possible. Laquelle des options suivantes répond à cette exigence? Vous prévoyez utiliser un modèle ARM pour déployer 5 applications web dans la même région. Vous êtes tenu de lancer l'appli web de la manière la plus rentable possible. Laquelle des options est la plus répond Laquelle des options suivantes répond à cette exigence? Créer un point de terminaison CDN, créer un plan App Service, créer une passerelle d'application, créer 5 plans App Service. On a dit utiliser le modèle pour déployer les 5 applications web dans la même région. Dans la même région, vous êtes tenu de lancer l'application de la manière la plus rentable possible. Ok. Non, le premier, ça n'a rien à voir avec le CDN. Créer un plan App Service. Le deuxième, oui, tu sais que Est-ce que c'est ça? avant de créer une application, il faut déjà un plan, une passerelle d'application. Mais les deux possibles réponses, c'est le premier et le dernier. Mais il y a le mot rentable. La vérité, c'est que, bon, il n'y a pas d'autres informations supplémentaires qui peut nous pousser à dire qu'on pourra séparer les app services. Mais la plus rentable, c'est un plan. Parce que le même plan app service suppose que les machines, les 5 applications là quand même remplissent certaines conditions pour utiliser le même plan. Ouais. Parce que les applications Windows et Linux aussi, ils ne doivent pas partager quand même le même plan. Bon, il y a beaucoup d'autres. Mais bon, on va voir ça simple et prendre le plan, un seul plan pour la rentabilité. Supposons que bon, tout est dans la même région. Ce sont les applications web dans la même région. Donc, je pense qu'avec le même plan App Service, ça va faire l'affaire. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu connais dans quelles conditions on peut utiliser plusieurs app services? Plusieurs app services différentes, non? Parce qu'il faut déjà que
le runtime ne soit pas sur le même système. Si on a deux applications qui n'ont pas, c'est-à-dire une utilise un runtime Linux et l'autre Windows, ils ne doivent pas partager le même plan. On peut se retrouver dans des situations comme ça. Dans ce cas précis, il s'agit de 5 applications dans la même région de la manière la plus économique. Cette approche est pertinente si vous devez déployer des applications web dans des régions différentes. Il y aura des cas où on sera obligé de choisir. Créer le point de terminaison CDN est incorrect car un point de terminaison CDN ne représente qu'une configuration spécifique de comportement et d'accès de diffusion de contenu. Vous devez créer un plan App Service pour répondre aux exigences du scénario. Vous disposez d'une application web nommée Tutorial Dojo Portal Application hébergée sur Azure App Service. Les emplacements de déploiement provisionnés pour cette application sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Nom environnement Tutorial Dojo Dev, environnement de développement Tutorial Dojo Staging, mise en scène Tutorial Dojo Production. Donc il y a 3 environnements: test, de développement, de test et de production. Parce que staging là c'est de test. C'est pour le test. Vous devez configurer plusieurs paramètres dans le Tutorial Dojo Dev, Tutorial Dojo Staging. Vous avez effectué l'opération d'échange entre les emplacements de production et de pré-production lors des tests de l'application Tutorial Dojo Portal. Il a été constaté que de nouvelles fonctionnalités ne fonctionnaient pas correctement. Laquelle des options suivantes permet de rétablir Tutorial Dojo Portal Application dans son état précédent. Échanger les emplacements du Tutorial Dojo Dev Tutorial Dojo. Échanger les emplacements de Tutorial Dojo Staging Tutorial Dojo. Restaurer la version précédente de Tutorial Dojo à l'aide de sauvegarde d'application. Et inverser les emplacements du Tutorial Dojo Staging et Tutorial Dojo Dev. Voilà, ici, il faut comprendre ce qui se passe. Quand on développe, on teste d'abord, non? On développe, on teste. Quand on teste, c'est bon, on passe à la production. Donc, ça veut dire qu'on a développé, testé. On était sûr que c'était bon. On est passé à la production, mais pendant la production, il y a eu problème. Sauf que quand on passe à la production, la version qui était à la production, où est-ce qu'elle passe? Elle part au test. Elle revient au test. Ça veut dire qu'on va juste changer la production et le test. Donc, le deuxième point est bon. Il faut ici bien comprendre. Tu sais, tu te rappelles, on avait parlé de ça, du swap des emplacements. Oui, le slot de déploiement. On quitte toujours. Quand on quitte du test à la production qui était là devient le test. Et le test, l'ancien test remonte à la production. C'est quand on est sûr que ce qu'on vient de développer et on a bien testé, tout marche. Bon, on peut mettre en production, ça crée un problème. Du coup, rapidement, il faut swapper. Il faut swapper et échanger le staging avec la production. Donc, testons le deuxième cas là.
Il vous swap. Mhm. C'est comme ça et dans les entreprises, ils ont toujours ça. Là où je travaille, ils vont créer un environnement de test où je vais tester tout sans toucher la production. Et qui va passer le truc en production. C'est eux-mêmes. Tout est gros, c'est le principe de moindre privilège, gars. Tant que je n'ai pas fini, en fait, c'est graduel. Premier, on va d'abord me donner le rythme en ligne pour lire seulement. Les fichiers, c'est-à-dire pour lire seulement la documentation. Quand je finis de lire la documentation et comprendre, mon but c'est de faire des propositions pour la sécurité. Quand je finis, je fais ma documentation, mon rapport, j'envoie. Quand tout est bon, on passe à la vitesse supérieure. On me donne maintenant l'accès dans l'environnement de test pour voir comment implémenter certaines choses à implémenter et tout. Donc, en fait, il y a plusieurs projets. Il y a la partie sécurité, la partie monitoring que je vais implémenter pour la supervision. Il y a la partie maintenant déploiement, automatisation du déploiement, c'est-à-dire créer le fichier de l'ensemble de tout. Au niveau de la sécurité, je vais proposer des solutions pour permettre à l'application de supporter le nombre d'utilisateurs requis en fait, dans leurs objectifs, pour atteindre les objectifs et rendre le système résilient. Tout en mais la validation aussi vont se baser sur le cours pour valider certaines choses. Donc il faut faire ici le compromis entre le cours et les objectifs de l'entreprise. On tient compte de ça. Mais ils veulent aussi un système où il y aura parce que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment une séparation propre des environnements. C'est vrai qu'ils ont leur environnement de test, mais ils veulent les 3 éléments clés. Déploiement, test et production automatisée, où on swap en un seul clic. Facile. Tu seras 100% en télétravail. Oui. On communique et ça avance. Ils disent que tout, en fait, si tout marche bien dans la finalisation de tout, parce que quand ils vont quand même mettre mon nom dans tout ce que je vais produire pour reconnaissance avant de publier. Je te dis que c'est un bon projet pour quelqu'un qui débute. Je t'assure. C'est un très bon projet. C'est un challenge parce que c'est la première fois. Et ça va tourner la tête. Ici, il faut beaucoup lire, aller dans la documentation et tout. Parce que tu vas entrer dans les fichiers que tu n'as jamais utilisés. Tu n'as jamais utilisé. Tu vas lire. Non, c'est là où j'ai vu que c'est ici là que il faut exploiter l'IA. L'IA est puissante. Je travaille et les gars me donnent des bons. Avec l'IA, ça va aller. C'était avant, là, tu devais avoir. Avec l'IA, tu n'as presque pas besoin de quelqu'un. Parce qu'avec l'IA, au moins, tu as comme un assistant personnel. Un assistant, là. Quand tu connais utiliser l'IA. Si tu ne comprends pas une notion, tu connais ta question. Tu dis et il t'oriente. Tu pars du début que tu ne connais pas et tu vois comment est-ce que dans l'entreprise. Parce que ici, il faut quand je serai en train d'étudier les documents là. Je ne connais rien dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon ou pas.
Mais je vais maintenant arriver sur chaque document et demander à l'IA de me donner par exemple le lien pour les sites. Parce que chaque application, n'est-ce pas, chaque système, il y a la documentation en ligne qui dit les bonnes pratiques. Par exemple, si on déploie une application telle, on sait que la bonne pratique pour ce type d'application est déjà connue. C'est connu. Ça veut dire que, par exemple, on va dire que, ok, pour que ce soit sécurisé, voici tout ce qu'on doit faire. Ça doit être comme ça, comme ci. Il faut avoir accès à ça. Et tu lis la documentation. Donc, avec ça, à chaque étape réussie, tu montes en compétence parce que tu as travaillé et tout. Et parmi le contrat, ils disent que même si au cours du truc, je peux commencer. S'il arrive que grâce à ça, j'obtiens un autre emploi et qu'on a besoin de la référence, ils vont signer. Ils vont laisser partir. C'est bien. C'est ça. C'est une bonne chose. Donc c'est un truc flexible. Ils disent même si je commence après un mois, je veux partir, je pars. On résilie le contrat et personne. Vice versa, même chez eux, ils peuvent décider que demain tu ne fais pas. C'est un peu ça. C'est un gros projet. Et tu seras seul à faire tout ça? Oui, non. C'est ça, non, gars. Je serai seul. J'ai pas besoin de quelqu'un là. Oui. C'est un gros challenge. Ça me plaît jusqu'à. C'est le moment de montrer ta force, non, gars. Ça que tu vas yeah. Je pense que quoi? C'est le moment. Je t'ai dit que c'est un projet que après réussite, ça va augmenter ma valeur, gars. Normalement, puisque là, tu n'auras plus besoin de poste d'entrée. Tu n'auras plus besoin de poste d'entrée. Oui, non. C'est de ça que je te parlais. Je ne serai plus au niveau d'entrée. C'est ça. Tu prends un être professionnel. C'est bien. Ok. Faut seulement que ça guide. Même ils peuvent te garder à la fin, non? Oui, ils peuvent. Parce que c'est une possibilité. Parce que bon, après ça, l'entreprise va décoller. C'est ça. C'est pas comme si. Parce qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un pour maintenir tout ça. Bien sûr. Et qui de mieux que celui qui a tout fait? Vous pouvez voir héberger plusieurs applications web dans Azure App Service avec la pile d'exécution suivante. Application 1, pile ASP.NET. Application 2, Node.js LTS. Application 3, PHP 8.2. Application 4, Python 3.10. Application 5, Java 11. Combien d'app services devez-vous créer minimum pour déployer correctement toutes les applications? 5, 2. Il y a d'autres options, je crois. Voilà, c'est ce que je parlais. Chaque pile là, pile d'exécution qu'on appelle runtime en anglais. Chaque pile, tu dois connaître. Chaque pile est liée à un système d'exploitation bien précis. Je sais que ASP.NET, je crois, c'est Windows. C'est Windows. PHP, c'est Linux. Python, c'est Linux. Même Java, oui, Java, c'est Linux. Mais Node 16, peut-être, c'est toujours Windows. Mais du coup, moi, je me dis qu'ici, il y a des runtime Linux et Windows. On va mettre les Linux dans un même app plan. Windows dans le même plan. Dans la question précédente, on a compris que même la région, s'ils ne sont pas dans la même région, tu vois, non? On peut
Dans la région, deux applications de différentes régions ne doivent pas partager le même plan. Et c'est de la même façon que deux applications qui ne partagent pas, donc qui utilisent les piles d'exécution de différents systèmes d'exploitation, c'est-à-dire une Linux, l'autre Windows, ne doivent pas partager le même plan. Donc, pour moi, c'est deux. On va regrouper ceux qui sont Linux ensemble et les Windows ensemble. Ça fait deux. Ok. J'ai aucune idée. Ok, c'est cool. Non, c'est ça. Si tu vas seulement voir ceux, parce qu'il faut seulement qu'on essaye de confirmer ceux qui sont sur Linux et Windows. C'est ça. Ici, là, les applications s'exécutent et évoluent facilement sur les environnements Windows et Linux. App Service ajoute la puissance de Microsoft Azure à votre application, notamment en matière de sécurité, équilibrage de charge et de mise à l'échelle automatique et de gestion automatisée. Vous pouvez également tirer parti des fonctionnalités DevOps, telles que le déploiement continu depuis Azure DevOps, GitHub, Docker Ops et d'autres ressources. La gestion des packages, l'environnement de pré-production, un environnement personnalisé. Non, reviens voir. Il faut quand même que tu vois oui, ça les trucs qui sont Linux et ceux. On va appuyer le bouton pour descendre. C'est ça, ça va passer. Ok. Voilà, c'est ici là que je parle. Voilà. Pour déployer les applications Azure, vous devez créer un plan App Service. Vous devez également sélectionner le système d'exploitation qui sera utilisé dans le plan. Notez que certaines piles d'exécution fonctionnent uniquement sur Windows, comme ASP.NET, .NET Framework, tandis que d'autres comme PHP et Python sont uniquement prises en charge sur Linux. Si votre environnement d'exécution peut être déployé sur Linux et Windows, comme Java ou Node.js, vous devez sélectionner un seul système d'exploitation pour le plan App Service lors de la création de l'application web. En effet, le plan App Service héberge des applications d'un seul système d'exploitation. Par conséquent, les applications nécessitant un système d'exploitation différent ne peuvent pas partager le même plan. Dans ASP.NET V4.8 Windows, ASP c'est Windows, Node 16 LTS, Windows et Linux, PHP 8.2 Linux, Python Linux, Java Windows et Linux. Tu dois quand même retenir ça. Je ne sais jamais. Parce que déjà des questions si c'est les gens à l'examen. Maintenant, la question que je te pose, c'est que c'est quoi un plan App Service? C'est quoi un plan App Service? Le plan App Service, je crois que c'est l'environnement dans lequel va être déployé avec l'application. C'est-à-dire que lorsque on a fini de développer l'application, il y a le plan App Service et l'environnement sur lequel l'application va devoir être déployée. Non. C'est pas l'environnement. Le plan App Service apporte des ressources de calcul. Une application doit fonctionner. En fait, quand on est dans une machine virtuelle, n'est-ce pas? On a déjà les RAM et tout. RAM, processeur, tout le matériel, le logiciel, c'est-à-dire toutes les ressources de calcul sont déjà là pour faire fonctionner n'importe quelle application qui est installée dans cette machine virtuelle. Mais un app service te permet de déployer une application, mais l'application là pour fonctionner a besoin de quoi? De ces ressources-là. Ça a besoin de la RAM, du processeur, de beaucoup d'autres choses. Parce qu'un plan App Service vient maintenant avec tout ça. Toutes ces ressources de calcul-là. Pour faire fonctionner ton application. Tu vois, non? Donc, on doit toujours créer un App Service d'abord, avant de déployer un app. Parce que les deux marchent ensemble. L'App Service, c'est une fonction
App Service, Azure App Service. Si je veux déployer une application web, j'ai besoin de créer l'App Service. Et dans l'App Service, maintenant, je vais décider le App Service, le plan App Service. Me permet de faire des choix, de choisir le plan qui est adapté à l'application que je vais créer. Le plan App Service va aussi me permettre... Le choix aussi tient compte du stockage. J'ai oublié de parler du stockage. Il y a le stockage, le calcul. Il y a d'autres paramètres tels que la possibilité de déployer des slots, de créer des slots de déploiement, de faire la configuration de différents slots de déploiement pour avoir les environnements de production, de développement, de production et de test. Ça, c'est pas tous les apps qui permettent ça. Je crois le premier peut-être et le deuxième ne permettent pas cela. Donc, si l'application que tu veux déployer, tu as besoin de différencier ces environnements-là, tu dois choisir le plan qui permet cela. Il y a aussi la possibilité, je crois, de faire des authentifications multifacteurs, accès conditionnel, beaucoup d'autres choses qui viennent avec. Donc, en fait, ça vient, le plan des services d'application nous permet de faire un choix sur les ressources, c'est-à-dire le calcul, et aussi des fonctionnalités que nous voulons déployer pour exécuter notre application web. Ok. Donc, on tient compte, il faut aussi dimensionner cela à l'avance. Et le choix, si par exemple l'application, là, tu as besoin de plus de 50 Go de RAM, tu dois choisir un plan qui permet cela. Ainsi de suite. Parce que le plan choisi aussi joue sur le coût de l'application. Donc, il y a le plan premium, les plans isolés, des plans. En fait, ça dépend de l'ampleur de ton application. Donc, c'est pas vraiment ce que... Et tu dois maintenant aussi noter que le nombre de plans choisis, parce que dans le choix du nombre de plans, on doit tenir compte du coût. Donc, tu dois choisir le nombre de plans, parce qu'un plan, sans plan, il n'y a pas de... Un app service à lui-même n'a pas de coût. Mais le plan maintenant vient ramener, parce que c'est grâce au plan que la facture vient. Parce que les fonctionnalités que tu dois activer au niveau du plan vont aussi soit augmenter le coût, diminuer le coût de l'application. Donc on tient compte du coût. Du coup, c'est important de choisir le nombre de plans. Si tu choisis 3 plans alors que dans le cas là tu devais choisir 2 plans, tu es en train de gaspiller. Toi, tu dois savoir distinguer que l'application que je tourne là, la pile d'exécution qui a été utilisée pour développer le plan là, c'est Windows ou Linux. Tu dois distinguer ça et dire quels sont ceux qui utilisent Windows. Ceux qui utilisent Windows, tu les regroupes ensemble, tu dis ok, vous allez partager le même plan. Linux, le même plan. Mais il y a aussi une notion qui entre en jeu, la région. Si elles ne sont pas dans la même région, même si c'est Windows, ça change tout. Parce que si tu regroupes les Windows et que parmi les Windows là, il y a certaines qui ne sont pas dans la même région, tu es obligé de les séparer également à ce niveau. Ouais, forcément. Non. Il faut que chaque appli
doit être, en fait, doit être déployé dans la même région. Pour Le plan doit être supporter déployé une dans seule, le même plan. le même plan. Une région, un plan, une appli. Maintenant, si elles Non, sont dans la même région. Non, une région, un plan, parce que ça peut être plusieurs applications dans le plan. Une région, un système, un plan. Pour partager le même plan, première condition, même région. Deuxième condition, même système. D'exploitation. Python, PHP, Linux. ASP.NET Windows, Node 16, Windows et Linux. Dans l'examen, c'est généralement les 5 cycles que tu dois retenir. Java, Windows et Linux. Ça veut dire que le seul même qui est seulement Linux, c'est PHP et Python. Oui, tu. Maintenant, Node et Java, ça dépend. Les deux, ça supporte Linux et Windows. Mais ASP.NET, c'est Windows uniquement. Ça veut dire que si on te donne 3 environnements, on te donne Windows, on te donne ASP.NET, on te donne Node et on te donne Java. Tu peux choisir un seul plan. Oui, tu peux choisir. Tu peux choisir. Mais il faut que parce que si tu as ASP.NET Windows et l'application Node là, Node 16 LTS, parce que dans le choix de Node 16 LTS, tu as le choix soit de choisir Linux. Imagine que c'est quelqu'un, ils ont fait ça en utilisant Linux au départ. Oui, mais toi, tu demandes de choisir le plan le plus. Oui, là, si. Non, là, je suis en train de dire que tu viens trouver. Que ça existe déjà. Donc, ça dépend de ce qu'on a choisi. C'est l'existant, quoi. Ok, avance. Vous prévoyez de migrer votre appli critique vers des machines virtuelles Azure. Vous devez vous assurer qu'au moins 2 machines virtuelles sont disponibles pendant la maintenance planifiée d'Azure. Vous devez vous assurer qu'au moins 2 machines sont disponibles pendant la maintenance planifiée d'Azure. Qu'est-ce que vous faites? Créer un groupe de disponibilité. Plateforme, update, domaine count, domaine de mise à jour. Défini sur 3 plateformes. Plateforme for domain count. Domaine d'erreur défini sur 1. Donc, ok. Créer un groupe de disponibilité. Ça veut dire, on dit, en fait, créer un groupe de disponibilité avec un domaine de mise à jour défini sur 3. Et ça veut dire qu'il y aura 3 domaines de mise à jour et un domaine d'erreur. Ça, c'est la première. Analysons. Si on a 6 machines, n'est-ce pas? Analysons le premier une fois. On a 6 machines. Vous pouvez migrer votre application vers des machines virtuelles Azure. Vous devez vous assurer qu'au moins 2 machines virtuelles. On a dit au moins 2 machines virtuelles. Oui, au moins 2 machines virtuelles sont disponibles pendant la maintenance planifiée d'Azure. Voilà. Ça nous permet de réviser. Avant de répondre à ça, révisons d'abord la ressource, parce que ça c'est une machine virtuelle. Ça fait partie des ressources de machine virtuelle, le groupe de disponibilité. Le groupe à haute disponibilité, c'est même son nom là-bas. On avait dit, quand on parle de groupe à haute disponibilité, il y a 2 éléments qui entrent en jeu. Il y a le domaine de mise à jour et le domaine d'erreur. Ma question, c'est quoi? C'est quoi le domaine de mise à jour pour toi? Le domaine de mise à jour, c'est... Moi, ça sent...
Ce sont des machines virtuelles. En fait, ce sont des, c'est une solution. Voilà, c'est une solution qui permet, le domaine de mise à jour, c'est une solution qui permet de maintenir la disponibilité du service lorsque il y a une mise à jour qui est lancée sur une machine virtuelle. Mhm. Voilà. Donc, Ça fait que, ça fait que si pendant qu'une machine se met à jour, il y a d'autres machines qui prennent le relais pour assurer la continuité des services. voilà, c'est ça. Et, et, et la mise à jour se fait domaine d'erreur, domaine de mise à jour par domaine de mise. Parce qu'un domaine de mise à jour va contenir un certain nombre de machines. Donc, lorsque le domaine de mise à jour est en train de démarrer parce que la maintenance, la mise à jour a commencé, le domaine de mise à jour B, peut-être et C, fonctionne. Quand le A termine jusqu'à tout est OK, après 30 minutes, parce que B lance aussi. Pareil, après 30 minutes, C. Maintenant, dans le domaine d'erreur maintenant, c'est quoi? C'est pareil, mais que le domaine de mise à jour, mais ça me permet de maintenir la qualité des services en cas d'indisponibilité d'une machine virtuelle, c'est-à-dire en cas de panne. Lui, c'est en cas de panne vraiment. Ça veut dire que si, par exemple, tout le rack là, tout le rack de serveur là, la partie là, tombe, donc tout le réseau, on peut dire même ça, tout le système là tombe. C'est-à-dire, ici on va parler d'un bloc, d'un rack de serveur. Le rack, généralement, dans les data centers, c'est des gros trucs qui contient un certain nombre de serveurs qui partagent le même réseau, le même système d'alimentation, le même refroidissement. Tu vois, non? Ça veut dire que si, par exemple, le système de refroidissement qui est lié à ce rack la tombe, tout ce qui est là-bas la tombe, ça veut dire que plus rien n'est disponible. Ce qui fait qu'il faut quand même tenir compte de ça. Donc du coup, la première option qui dit 3 domaines de mise à jour. Parce que dans la question, ici ils mettent l'accent sur quoi? Vous préparez de migrer votre application critique vers des machines virtuelles Azure. Vous devez assurer qu'au moins 2 machines virtuelles sont disponibles pendant la maintenance planifiée. Bon, la maintenance planifiée fait plus référence au domaine de mise à jour. Ça veut dire qu'il y aura, si on prend le premier là, avec 3 domaines de mise à jour, il y aura 6 machines, 2. Tu vois, non? Mais il y aura quand même un domaine d'erreur. Ça veut dire s'il y a erreur, là, problème, tout tombe quand même, parce que tous seront sur le même rack. Sauf que pourquoi faire un domaine d'erreur alors qu'on a dit que vous devez vous assurer qu'au moins 2 machines virtuelles sont disponibles pendant des maintenances planifiées. Maintenance planifiée. Maintenance planifiée, c'est pas toujours sûr. Ici, là, ça veut dire qu'il y aura 2 machines par domaine d'erreur. Dans le cas là, le problème, c'est d'abord le nombre de domaines d'erreur. Parce que si un switch tombe dans le rack, là, tout, ça affecte tout. Même les machines qui ne sont pas touchées là, ne vont plus fonctionner, quoi. C'est ça, non? Parce que tous seront sur le même domaine d'erreur. C'est ça le problème avec le premier point. Tu es d'accord, non? Parce que les 3 domaines de mise à jour là seront sur le même domaine d'erreur. Ça veut dire que sur le même réseau, dans le data center, ils vont partager les mêmes systèmes d'alimentation. Ça veut dire que si l'alimentation la coupe, même s'il y avait la mise à jour, même s'il y avait 2 domaines d'erreur, de mise à jour fonctionnent pendant qu'une est en maintenance. Oui, ok, je comprends. Une erreur fait tout tomber là. Ok, parce qu'on a mis domaine d'erreur défini sur 1. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul domaine d'erreur. Oui, les 3 domaines de mise à jour là sont dans le même domaine d'erreur. C'est ça mon problème avec ça. Créer un groupe de disponibilité avec plateforme, avec
le domaine de mise à jour défini sur 3, donc 3 domaines de mise à jour et 2 domaines. et 2 domaines d'erreur. Mhm. Le deuxième là est un peu plus acceptable, ça, c'est plus fiable. Ouais. Voilà. Pour l'instant, on peut le conserver. Maintenant, troisième. Donc, j'ai créé un groupe de disponibilité avec un domaine de mise à jour. Non, là-bas, va c'est pas. faux, gars. C'est le contraire Celui-ci ne de fait un. rien, gars. C'est le Celui-ci contraire est de trop dangereux, quoi. Mieux le premier, hein, Ouais. que le troisième. Parce que ici, mise à jour va éteindre toutes les machines. Toutes les machines, ça sert à rien. Mhm. On n'a pas besoin d'une erreur pour bloquer le Mhm. système. Même une mise à jour bloque déjà tout. Créer un groupe de disponibilité avec 2 domaines de mise à jour et 3 domaines d'erreur. Tu sais, le problème, est-ce que le dernier là est fiable? 2 Ça domaines de va mise à jour. fonctionner, mais est-ce que c'est fiable? Le problème, c'est que c'est pourquoi 3 domaines d'erreur? Oui, c'est ce que je dis. Et imagine un peu. Ça veut dire qu'il y aura un domaine d'erreur qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien, c'est C'est ça. un gaspillage. Le gaspillage, c'est vraiment ça sert à rien. Tu as 2 domaines, tu as deux domaines de mise à jour. Oui. Et tu as 3 domaines d'erreur. Le troisième domaine d'erreur, c'est pourquoi? Lui n'aura rien, quoi. Ouais, ça marche pas. Donc, choisissons le deuxième. Ouais, bah, on a Non, un truc c'est- privé dessus. C'est bien analysé. Vous avez créé un nouveau coffre Recovery Service dans votre compte Azure dans le cadre du plan de reprise d'activité de votre entreprise. Votre abonnement comprend des machines virtuelles, chacune avec sa configuration d'arrêt automatique. Quand on parle de recovery service Vault, de coffre, tu penses à quoi directement? Je pense à la sauvegarde. À la sauvegarde, c'est tout. Donc, on a créé un coffre dans le compte Azure dans le cadre du plan de reprise d'activité de votre entreprise. Votre abonnement comprend des machines virtuelles suivantes, chacune avec sa configuration d'arrêt automatique. OK. Machine virtuelle 1, c'est le serveur Ubuntu 18 2. Arrêt automatique à 17h pour le serveur désactivé. Pour le Santos 8.2, 23h. Pour Windows 10 professionnel désactivé. On avance. La sauvegarde programmée s'exécutera tous les jours à 23h. Laquelle des machines virtuelles suivantes nous permet de créer sauvegarde à l'aide du service Azure Backup? Laquelle? Je pense à la machine virtuelle 2 et la machine virtuelle 4. Laquelle des machines virtuelles souvent permet de faire une sauvegarde? Ah, tu dis parce que les autres sont désactivés. Ouais. C'est l'arrêt automatique désactivé. 17, l'autre s'arrête à 17h. Mais moi, et ceux qui s'arrêtent à 17h, là, moi, on va pas là-haut. Et pourtant, le truc, ça va se faire. Ah, tu penses à quelle machine? Vas-y. À la 2 et à la 4. Ah oui, j'ai cru que tu parlais de une. Parce que ici, à 17h, la 1 ne fonctionne plus. À 23h, la 3 ne fonctionne plus. Est-ce qu'on peut vraiment les sauvegarder? Ça veut dire que ici, là, la question c'est que est-ce qu'on peut sauvegarder des machines qui sont éteintes? Laquelle des machines souvent permet
suivante vous permet de créer une sauvegarde à l'aide du service Azure Backup. Est-ce qu'on peut faire sauvegarder, faire Azure? Le problème, c'est que la sauvegarde est programmée à 23h59. Oui, à 23h, c'est vraiment les deux là seront c'est Les ça, deux. non? Ouais. Lui, il va les sauvegarder comment? Parce que pour sauvegarder, quand même, il faut qu'une communication entre les machines là. Ouais, soit établi. On choisit celle-ci, oui. Un et 3. Oui, on a dit 1 et 3. Bon, 2 et Et 4. 4. C'était toutes les machines. Parce... Ça veut dire que même si c'est éteint, ça peut toujours. Non, non, c'est pas, ça ne peut pas être direct, gars. Ici, il faut. Si c'est éteint, ce ne sera pas direct. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on va faire avant. Tu vas voir, non? Mais directement, je ne pense Avec pas. sauvegarde à jour, vous pouvez sauvegarder des machines locales, le genre de travail et les machines virtuelles pour rappel, l'état arrêté ou désavoué d'une machine virtuelle arrête uniquement la machine virtuelle elle-même. Notez qu'Azure Backup ne crée que des instantanés de disques de machine virtuelle, ainsi que la machine virtuelle en cours d'exécution ou arrêtée. Vous pouvez toujours créer une sauvegarde tant que le disque y est connecté. C'est pas direct. Ça veut dire que ce soit direct ou pas, ça ne dérange pas. Parce que le Azure Backup fait une sauvegarde de l'instantané du disque. Donc ils vont juste sur la machine virtuelle. Et puis, Parce que déjà que le disque, c'est une ressource. Azure. Elle est déjà connectée à Azure. Donc ils vont juste prendre l'instantané du disque. Que ce soit éteint ou allumé, ils prennent juste l'instantané du disque. Et puis, le disque, c'est une ressource. C'est pas comme si c'était un disque physique. Si le disque était physique et que c'était éteint, ça allait être compliqué. Ça, c'était le piège aussi. Le piège. Parce que le disque aussi, c'est une ressource qui n'est pas directement liée. Bon, ça dépend. Non, le disque est déjà dans Azure. C'est déjà là, c'est déjà c'est une ressource Azure. Il va les récupérer. Il va les récupérer, peu importe. C'est des trucs qui sont déjà des trucs dans Azure. Ok. Votre entreprise dispose de plusieurs plans app service, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. TD ASP1 Linux, ASI Est, TD ASP2 Windows, Asie de l'Est, TD ASP Linux. Ce sont les plans. Oui, ce sont les plans. Linux, il y a région, donc il faut être créé. Ça va renvoyer à ce qu'on a expliqué. Vous devez créer des applications web suivantes. TD App 1, Java 17, ASI Est, TD App 2, ASP 4.8, ASI Est. On a dit que Java c'était quoi? Java c'était Windows. Je dit de noter ça. Oui, Java c'était Windows et Linux. Au même moment. Oui, ASP c'était Linux, c'était Windows seul. Qu'est-ce qui était Linux? Python et PHP. Voilà, ok. Java c'est Linux et Windows. ASP c'est Windows seul. Ok. Oui. Et les deux s'y seront en Asie. Ok. C'est bon. Non, ASP c'est Windows seul et il sera en Asie de l'Est. Java c'est Windows et Linux et il sera en Asie de l'Est. Il va y en Europe du Nord. Vous devez déterminer quel plan app service convient le mieux
à une application donnée. Sélectionnez la bonne réponse dans la liste déroulante. TD App 1, c'est Java, non? Java, c'est Linux et Windows. Donc, Asie de l'Est. Oui, tu vas privilégier la région là-bas. C'est ça, non? TD ASP 1. ASP, TD, ASP1, oui. TD ASP 1 et ASP 2. Oui, et les deux là-bas, là. C'est que je ne vois pas. C'est quand tu choisis que je vois. Ok. TD ASP 2, c'est Asie de l'Est. Asie de l'Est, toujours. Lui, c'est. Windows. Il faut seulement que ce soit Windows. Donc, TDASP2. C'est ça. Voilà, ça, c'est deux éléments importants à connaître. Donc, en fait, sur l'examen aussi, il y a toujours des questions qui sont trop techniques. Quand je dis technique, c'est quoi? Des questions que tu n'as pas appliquées, non? Ouais. Comme le genre de questions qu'on a là. C'est des questions que... C'est pour cela que, oui, déjà que tu vas t'attendre à des questions comme ça. Mais vraiment, là, on a dit 70%. Oui, parce que tu ne peux pas être... il y a des choses que tu ne peux pas trouver. Par exemple, la question de backup là. Oui. Et aussi d'autres questions précédentes. Ça fait quand même que si tu as déjà eu à faire 100, tu vas comprendre que voici. Bon, il y a certaines questions comme ça. Tu ris. Tu vas voir avec la préparation, tu vas te préparer. Il y a d'autres que tu vas voir l'examen que ça sera comme... Non, maintenant, c'est pour ça que la préparation aussi aide. Ouais. Oui, ça aide. Mais il y a, dans la plupart des cas, ce sera à 70% des questions abordables si tu as vraiment fait ta petite pratique. Parce que même si on pratique sur le portail, il y a des choses que tu ne peux pas faire qui nécessitent qu'on soit dans un vrai environnement d'entreprise pour réussir. Azure App Service est un service HTTP permettant d'héberger les applis au... Bon. Quoi que ça va. Non, pas se dire. On a beaucoup parlé de ça. Pontoso Limit est une plateforme d'apprentissage en ligne dédiée aux technologies permettant à ses utilisateurs de développer leurs compétences et de faire progresser leur carrière. Ces utilisateurs sont répartis dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ça, c'est un cas. Tu vois maintenant l'étude de cas. Tu auras une étude de cas comme ça à l'examen. Mais sauf que... en fait, nous sommes dans les sections based exam. Les examens d'en haut, là, ce sera différent. Ce sera des examens complets où tu vas faire face à des cas vraiment complets avec beaucoup de questions. Donc, il faut comprendre pourquoi ici, c'est un peu séparé. Ou ici, par exemple, à la fin, ils vont poser une question. Mais ça, c'est un cas où il y avait plusieurs examens. Et le truc avec l'examen, tu peux vraiment avoir ta chance, non? Tu pars. Le jour que tu vas composer, tu vois le cas ici, avec toutes les questions. Parce que quand je faisais mon AZ305, le cas qui est venu à la dernière, au dernier
à la dernière partie, là, c'est un cas que j'avais vu. J'ai traité dans le tutoriel. Wow. Oui. Tu vois, non? Mhm. En fait, tu peux, l'examen Microsoft, tu peux avoir des questions qui reviennent parce que les cas qu'on est en train de faire là, vraiment, c'est des questions. C'est pas des questions qu'ils ont pris eux-mêmes quelque part. Non, Le type d'examen. c'est des types examens des anciens. Et des questions peuvent revenir. Ou une question, ou tout un cas. Quand une étude de cas vient là, tu es content. Tu prends, c'est au moins 7 questions. Wow. C'est un peu ça. Mais le secret avec l'étude de cas, c'est vraiment le texte. Il faut lire. Tu lis d'abord tout et avant de répondre chaque question, tu vas chercher La un section. paragraphe qui parle de ça. On aura le temps de... Comme ici, hier, par exemple, à partir d'hier, quand la question... Par exemple, ici, on est dans le cas de l'infrastructure. Je peux y deviner quel genre de question. La question qui sera posée ici va liée au service, les machines virtuelles, les applications et tout. Parce que nous sommes dans la partie là. Hier, c'était toujours des questions liées au stockage. Stockage. Oui. Mais sauf qu'à l'examen, ce sera mélangé. Ce sera dans toutes les parties, les questions. Et il y aura toujours... Regarde, ici là, tu peux même y aller jongler. Tu vois la question et tu peux chercher la section là. Vous prévoyez de créer une solution qui augmente automatiquement le nombre de machines de votre demande. Que devez-vous faire? Déployer les machines virtuelles dans plusieurs zones. Déployer les machines virtuelles dans un groupe d'exploité. Et un groupe de machines virtuelles identiques à jeu. Bon. C'est ça la réponse. Tu n'as pas besoin de lire. Non, va lire la partie. Là, il On faut ne quand sait même jamais. remonter. À l'examen, ça va être secret. Cherche la partie où on parle plus des machines. Exigence technique. Réduire autant que possible les efforts et les coûts administratifs. Assurez-vous que l'utilisateur puisse augmenter le nombre de machines virtuelles pour la couche web et la couche application en cas de forte demande. Veillez à ce que des sauvegardes automatisées soient mises en place. Oui, voilà un peu ce qu'on parle. Assurez-vous que le serveur, non, pour le fichier là, le stockage. Mais on a dit assurez-vous que l'utilisateur puisse augmenter le nombre de machines virtuelles C'est ça. ou la couche web puisse augmenter. Voyez un peu là où on parle de web. On voit un peu les conditionnements. Non, pas ici. Au niveau de l'énoncé. Ouais. Où ils ont parlé de l'application. L'application est stockée sur un serveur de fichiers. Changement prévu. Couche frontale. En fait, actuellement, on a trois niveaux de système à 3 niveaux pour son application. Ok, il y a 3 niveaux. Il y a la couche frontale, le front-end, le niveau d'application et le serveur. Donc, ces croix liées, les croix là sont connectées. Chaque niveau contient 3 machines virtuelles sans possibilité d'extension. Tu sais que l'extension horizontale, c'est la possibilité d'ajouter un nombre de machines. Le contenu de l'application est stocké sur le serveur. C'est pour cela que, bon, tu as quand même raison. Descendant, je pense que c'est ce que tu as choisi. Parce que le but ici, c'est de pouvoir scaler horizontalement. Oui. Oh, la première option dit déployer une machine virtuelle. Ça ne veut rien dire. Même si on met dans plusieurs zones, on n'est pas certain que ça va augmenter. Pareil. Ça ne résout pas le problème.
Donc, c'est ce que tu as choisi. Vous gérez une application critique hébergée sur une machine virtuelle associée à votre abonnement Azure. Cette machine virtuelle dispose d'un disque manager et d'une interface réseau. Vous prévoyez d'apporter des modifications suivantes. Créer et attacher un nouveau disque, modifier la taille de la machine virtuelle, détacher une interface réseau, déplacer la machine virtuelle vers un nouveau groupe de ressources, ajouter une extension de configuration souhaitée, DSC, parmi les modifications suivantes, lesquelles entraînera l'interruption du service, sélectionner deux réponses. Affectation de la machine virtuelle à un groupe de ressources différent. Modification de la taille de la machine virtuelle. Création et connexion d'un nouveau disque. Détachement d'une interface réseau. Ajout d'une extension de configuration d'état souhaité. Lesquels Lesquels entraîneraient entraînent une interruption des services. de service du système. Oui. Est-ce que affecter la machine virtuelle à un groupe de ressources différentes, est-ce que ça fait quelque chose? On ne croit pas que ça coupe les services. Ça ne coupe pas. On ne croit pas. Modifier la taille de la machine virtuelle. Moi, je pense que ça. La taille. C'est-à-dire, c'est Tu augmentes la RAM, tu augmentes le processeur. le size, tu vois. Est-ce que ça change? Ça interrompt la machine. Est-ce qu'on peut faire ça à chaud? Créer une connexion d'un nouveau disque. Créer et connecter un nouveau disque. Créer et connecter un nouveau disque. Est-ce que ça va couper la machine? Mais détacher une interface réseau, touche ça bien. L'interface réseau va interrompre. C'est là où ça communique. Maintenant, création et connexion d'un nouveau disque. Ça dépend du disque. Un nouveau disque. Modifier la taille. Ou la taille. Mais c'est vrai qu'on fait le scale, on fait le scale-up. On fait le scale-up, est-ce que ça coupe les services? Non, ça ne coupe pas. C'est pour cela que pour nous, essayons les deux, le troisième et le quatrième. Parce que le dernier, là, ajouter une extension, tu prends ça. Tu as dit le premier et le dernier. Non. Pourquoi tu prends le dernier, là? Une extension ici, c'est un outil qu'on installe, les gars. Moi, on ne pense pas. Toi, tu voulais prendre quoi? Je parle de le troisième, le numéro 3 pour le disque là. Bon, c'est vrai que Pourquoi? Parce que bon, ça dépend du disque. Création et connexion d'un nouveau disque. Il y a déjà un disque. Mais bon, voyons voir là, ce qu'on propose. Oui, franchement. La taille. Quand on fait un scale-up, ça coupe les services. Parce que pour création et connexion d'un disque là, moi je ne pense pas que ce soit ça quand même. Parce qu'on avait même déjà appliqué ça. Hein? Tu te rappelles, non? Je dis que la création et connexion. Ça en coupe un service. Tu te rappelles, non? Oui, ça ajoute un nouveau volume de données. Mais ça ne peut pas couper les services. C'est que je me disais que pour la taille là. Non, mais moi, ce qui m'a dérangé un peu sur la modification de la taille, c'est quand on fait un scale-up, est-ce que ça coupe ça? C'est quoi ça, non? Oh. C'est sur 11 ou 12, oui. Non. C'est pas 12, c'est plutôt 11. Bon, disons quand même. Dans le scénario présenté, la machine virtuelle exécute actuellement une application critique
Deux méthodes permettent de modifier sa taille. La première consiste à l'arrêter, à modifier sa taille dans les paramètres, puis à la redémarrer, ce qui entraîne une interruption de service. La seconde consiste à redimensionner la machine virtuelle pendant son exécution, mais cela nécessite également son redémarrage et donc une interruption de service. De même, le détachement d'une interface réseau de la machine virtuelle en cours d'exécution requiert l'arrêt et la désallocation de l'interface, ce qui provoque une interruption de service, car il est impossible de détacher la carte réseau pendant que la machine virtuelle est en cours d'exécution. Réponse correcte, c'est modification de la taille de la machine virtuelle et création de l'interface réseau. Ouais. Donc, ça veut dire quand on change la taille de la machine virtuelle, la machine là doit toujours redémarrer. L'option créer et attacher un nouveau disque est incorrecte car l'ajout d'un nouveau disque dans votre machine virtuelle n'entraîne aucun Moi, on ne mouvement. sait même pas pourquoi j'ai dit qu'on choisit ça. On avait déjà appliqué ça, pratiquer le cas là. Ouais. Ouais. On avait déjà pratiqué le cas là. En fait, il faut seulement retenir ici que quand on modifie la taille d'une machine virtuelle, ça interrompt la machine virtuelle. Mais pour le disque là, c'est vrai. Oui, c'est logique. Ça veut dire que modifier la taille, c'est juste. Ouais, ça va, ça interrompt la machine. C'est aussi parce que quand on travaille, gars, est-ce que tu es sur la machine là? Tu ne vois même pas. Et c'est ok aussi. Ça veut dire qu'on fait un scale-up. Ça veut dire que c'est vu que c'est plusieurs machines virtuelles identiques, la machine va redémarrer pendant ce temps, les autres machines vont prendre le relais. Ça, comme ça, on n'avait pas plus ça. En même temps, c'est logique. Et si tu dois augmenter la taille du disque système, tu dois augmenter la taille du processeur, forcément, la machine doit s'arrêter. C'est logique. C'est pas. Topissime. Une entreprise a déployé une image Grafana dans Azure Container avec les configurations suivantes. Groupe de ressources TDRG Grafana, région centre du Canada, redondance désactivée, réseau virtuel par défaut, restriction IP autorisée. L'adresse IP publique du conteneur a été communiquée aux équipes de développement de la région Est des États-Unis afin de permettre aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord. Cependant, vous avez reçu un rapport indiquant que les utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application. Laquelle des options suivantes nous permet aux utilisateurs d'accéder à Grafana avec moins de configurations possibles. Déplacer l'application containerisée vers la région Est des États-Unis. Ajouter un domaine personnalisé et configurer un certificat provenant d'une autorité de certification de confiance. Désactiver la restriction d'adresse IP. Configurer l'entrée pour gérer un nouveau point de terminaison. Remonte à je lis. Une entreprise a déployé une image Grafana dans Azure Container App Service. Ici, Container App Service permet de déployer les conteneurs, des applications qui utilisent le conteneur avec des configurations suivantes. Là, c'est les groupes de ressources région, c'est le centre du Canada. Redondance de zone désactivée, il n'y a pas la redondance. Réseau virtuel par défaut, restriction IP autorisée dans certaines IP. L'adresse IP publique du conteneur a été communiquée aux équipes de développement de la région Est des États-Unis, USS, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord. Cependant, vous avez reçu un rapport indiquant que les utilisateurs ne peuvent pas accéder à l'application. Tu ne vois pas. En restriction IP autorisée. Région.
Ça veut dire que la région où se trouve le conteneur, c'est Canada. Central. Canada central. Maintenant, l'adresse IP du conteneur a été communiquée aux équipes de développement de la région de l'Est. Donc, ils sont là-bas, on les a communiqué l'adresse IP afin de permettre aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord. Cependant, vous avez réussi. Donc, si moi, à l'examen ici, je choisis désactiver la restriction. C'est une question vraiment critique. Ça veut dire laquelle des options permet aux utilisateurs d'accéder à Grafana avec le moins de configuration possible. Le moins. Déployer l'application containerisée, là, c'est plus difficile. Là. Hein? Ouais. Parce que c'est plus difficile à faire. Ajouter un domaine personnalisé, c'est aussi difficile par rapport à personnaliser et configurer un certificat. C'est beaucoup de jobs. C'est beaucoup de jobs. Configurer l'entrée pour gérer un nouveau point de... Le plus facile, c'est désactiver la restriction adresse IP. la restriction. D'accord. Comme c'est le moins sécuritaire. C'est pas sécurité de faire ça. Parce qu'on ne connaît pas. Azure Container App vous permet vous pouvez rendre vos applications containerisées accessibles depuis Internet, un réseau virtuel ou d'autres applications containerisées de votre environnement. Vous n'avez pas ainsi besoin de créer un équilibre de charge, une adresse IP publique, ni aucune autre ressource pour gérer les requêtes HTTP. Chaque application containerisée peut avoir une configuration ingress unique. Par exemple, une application peut être accessible publiquement tandis qu'une autre ne sera accessible que depuis l'environnement Azure Container Apps. Le problème dans ce scénario est que l'utilisateur accède à l'adresse IP publique alors même que le paramètre d'entrée n'est pas activé lors de la création de l'adresse IP de l'application containerisée. Lorsque vous configurez l'entrée et le port cible, puis enregistrer la configuration, l'application génère un nouveau point de terminaison en fonction du trafic entrant sélectionné. Ainsi, lorsque vous tentez d'accéder à l'URL de l'application, vous êtes redirigé vers le port cible de l'image containerisée. La réponse est donc configurer l'entrée pour générer un nouveau point de terminaison. Déplacer l'application conteneur. C'est toujours la même. C'est vraiment. Déplacer l'application conteneur vers la région est incorrect, car il est impossible de déplacer une application conteneur vers une autre région. L'option désactiver les restrictions adresse IP est incorrecte car elle ne permettra pas aux utilisateurs d'accéder à l'application Grafana au lieu de bloquer le trafic. Au lieu de bloquer le trafic provenant de l'adresse IP source, il suffit d'autoriser le port d'entrée et de destination. Ajouter un domaine personnalisé et configurer un certificat d'autorité et des certifications de confiance est incorrect. En effet, même si vous ajoutez un nom de domaine personnalisé, vous ne pouvez toujours pas accéder à l'application, car les configurations supplémentaires sont nécessaires pour autoriser l'entrée au niveau du réseau virtuel. Par conséquent, la méthode la plus rapide et la plus simple consiste à activer l'entrée et à récupérer l'URL de l'application. Vous avez déployé 10 serveurs web exécutés sur des machines virtuelles Windows Server 2019. Derrière un équilibreur de charge Azure. Cet équilibreur utilise un pool frontal public. Vous avez déjà configuré ses propriétés IP de base, notamment une adresse IP publique, une adresse IP V4 statique
La machine virtuelle héberge une application web sans état et l'équilibre de charge est configuré avec les ports à haute disponibilité pour gérer le trafic sur plusieurs protocoles. Vous devez vous assurer que la même machine virtuelle traitera des requêtes successives provenant de la même adresse IP client et utilisant le même protocole. Que devez-vous configurer dans l'équilibre de charge? Vous devez vous assurer que la même machine virtuelle traitera les requêtes On avait successives. bien expliqué ça. On Ouais, avait c'est discuté de... oui, c'est la persistance de session. Mais pas sur le protocole et l'adresse quand même. Maintenant, c'est comme ça, je vais avoir enlevé. Oh, ils ont mis ça partout. Sur la persistance de l'adresse IP. Maintenant, bon, c'est la persistance de session, mais il faut quand même qu'on sache où c'est. De toute façon, on dit ici. On a dit on va persister la session sur l'adresse IP et le protocole aussi. Donc, il faut prendre là où qui permet les deux. C'est pas seulement le IP, même le protocole. On avait dit qu'il y avait deux cas, non? Soit c'est l'IP, soit c'est les deux. Protocole et IP. C'est le dernier. Ça veut dire que que quoi? Le dernier comment? Le dernier désactive. Vous Non, devez... définissez. On dit vous devez vous assurer que la même machine traitera les requêtes successives provenant pardon, définissez. Définissez la persistance de session sur client IP et protocole. Ouais. Je suis d'accord. Le début, utiliser l'IP de la persistance de session. Allons-y, définissez. Donc, tu te rappelles, ça veut dire que si par exemple, toi, tu envoies une requête, le serveur qui va traiter ta requête là, va continuer de traiter toutes les requêtes qui viennent de toi. Parce que lui, il a déjà enregistré de façon persistante l'adresse IP que tu as utilisée, et le protocole. La requête là. Mais si l'un des deux la change, la machine qui te reçoit peut changer. L'IP change ou bien le protocole, l'un change. Mais si les deux sont identiques, ce sera toujours le même serveur qui va recevoir ta requête. Okay. Vous avez déployé un serveur Ubuntu à l'aide d'Azure Virtual Machine. Vous avez reçu un courriel vous informant que vos ressources seront affectées par maintenance planifiée. Vous devez migrer la machine virtuelle vers un nouvel Azure. Solution: déplacer la machine virtuelle vers un autre abonnement. Je te rappelle de la question C. Ouais, c'est la deuxième option. Pourquoi tu dis non? Vers un autre abonnement. Oui, bon, ça ne garantit rien. Je suis d'accord. C'est que ça ne garantit vraiment rien. De changer l'abonnement. Il faut provisionner une autre ressource, une autre machine. Parce que si l'abonnement, là, ça ne change pas la localisation de la machine virtuelle en question. Que ça ne sert là, maintenant, ils ont dit que tu devais provisionner une autre machine. Un autre... Vous devez migrer. On a dit que vous devez migrer. Ah oui, ça là, ça ne change. De toutes les façons, l'abonnement ne change pas vraiment. Passe directement à la prochaine question. Mais ce qui peut changer, c'est une solution qui prouve que peut-être l'emplacement de la machine va changer. Tu dois redéployer la machine virtuelle ailleurs.
Oui, Mais je c'est dois ce faire que je le dis, non. Il déploiement faut de que la ce machine. soit une solution qui prouve que l'emplacement de la machine va En fait, changer. je vais la changer. Voici juste dis Mhm. juste que tu modifies. Ça sert à rien. Pour la redéployer ailleurs. Non, l'abonnement même ne change rien là. Ça change L'abonnement rien. change seulement. Puisque la machine est déjà là. Mhm. Ça change C'est juste. déjà Oh, là. si tu redéploies, tu crées une nouvelle machine virtuelle. Là maintenant, ça va changer l'emplacement. Donc, Quand tu on n'avait redéploies. pas besoin de. Si on peut déplacer, migrer ça ailleurs, c'est possible. Il y a simplement pas. Tu changes de groupe de ressources, ça change rien. Tu changes d'abonnement, C'est ça aussi change ça. rien. Voilà, tu dois Il faut redéployer une machine redéployer. virtuelle identique. Avec les mêmes configurations, avec son même modèle ARM, tu la redéploies dans un autre groupe. Là maintenant, tu es sûr que ça va être correct. Oui, il faut redéployer ailleurs. C'est la bonne solution. Et tu sais qu'avec le modèle ARM, on redéploie ça facilement ailleurs. Oui. Je ne veux plus avancer maintenant. Tu vas commencer à bugger. On t'est bien, non, chef? C'est toujours la montre. Tic, tout en haut. Oui, ça va maintenant. Ok. Vous gérez un abonnement Azure hébergeant une machine virtuelle nommée Cours de TD, c'est bien qui prend en charge des charges de travail critiques. L'équipe informatique a signalé des problèmes de performance réseau affectant cette machine virtuelle. Vous devez activer la capture de paquets et effectuer un diagnostic réseau détaillé pour identifier et résoudre le problème. Pour compléter votre enquête, vous prévoyez également utiliser Azure Traffic Analytics pour obtenir des informations sur le modèle de trafic et détecter les anomalies. Quelle action devez-vous effectuer en premier pour activer la capture de paquet et démarrer le diagnostic? Oh, ceci, là, moi, je ne connais pas. Installer l'extension de machine virtuelle de l'agent Azure Network Watcher sur tdcbu-vm. C'est le nom de la machine. Activer Microsoft Defender Server. Installer l'extension d'agent Azure Monitor. Installer l'agent diagnostic de des performances sur Azure sur diagnostic, l'extension diagnostic. Agent, il faut déjà comprendre. Ici, c'est qu'est-ce qu'on veut? L'équipe, on veut capturer, on veut activer la capture de paquets et effectuer le diagnostic réseau. Non, c'est le diagnostic réseau. Diagnostic réseau. Je suis en train de lire. On dit. Un diagnostic réseau détaillé pour identifier et résoudre le problème. L'équipe prise en charge, l'équipe d'informatique a signalé des problèmes de performance réseau affectant cette machine virtuelle. Est-ce que pour qu'un Network Watcher fonctionne dans une machine, il faut forcément installer l'extension de machine virtuelle. Bon, on a dit installer l'extension de machine virtuelle de l'agent sur Azure Network Watcher. Network Watcher, est-ce que Network ça fait partie des fonctionnalités de Network Watcher? Parce que Network Watcher, parmi ces fonctionnalités, il y a la capture, il y a le prochain saut, il y a le next hope, non, le prochain saut, il y a le truc qui permet de vérifier les règles là. Oui. Mais il n'y a pas les performances ici. Oui, je suis plus pour l'extension d'agent Azure pour la supervision, parce que c'est ça qui permet de faire le diagnostic. Je sais pas, c'est Network Watcher. Mais le premier Network Watcher, le dernier c'est quoi? Installer l'agent de diagnostic des performances. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de l'agent là. Ce que je sais, c'est l'agent Monitor, non? On va faire avec là, parce que moi je me vois, Network Watcher là, je pense pas.
C'était ça. Ok. Mets un peu le truc là en anglais. La phrase là Non, est mais, bizarre. non, mais en fait, pour moi, je Installer comprends pas pourquoi. l'extension de machine virtuelle de l'agent. Parmi les ressources, Mets un peu en anglais, voilà. parmi les fonctions de Network Watcher, je sais que les Network Watcher attendent les machines. Quand je lis même ça, je me dis, install de Azure Network Watcher Agent. Voilà. Si c'est même plus compréhensible. Parce que c'était un peu bizarre en français. Donc ici, c'est qu'on installe l'agent Network Watcher sur la machine virtuelle, son extension. Oui, ça, je l'ai compris, mais moi, Pour que Network Watcher puisse gérer son. C'est mais, quand même fiable, mais moi, vraiment, je ne savais pas. donc, moi non plus, mais d'après ce que je sais sur les faussetés Network Watcher, je sais pas que Network Non, Watcher lui, il fait les captures, non? Je sais qu'il fait les captures sur les paquets. Les graphiques et tout. Lui, Ok. c'est un. Sur le- il Network vérifie le Watcher. réseau. Il identifie les règles. Mais est-ce qu'il identifie les pannes sur, Est-ce qu'on a parlé de panne? sur la machine? C'est ça qui me On dérange. n'a pas parlé de panne. C'est des problèmes de trafic de l'intérêt. Azure Traffic Analytics. Le Traffic Analytics là, se fait avec Network Watcher quand même. Oui. Capture de paquets et conduct detail network diagnostic. Tout ça, c'est vraiment. Oui, je sais qu'il faut la capture des paquets. Mais Il vérifie le pot. Il y a parmi les trucs. Attends un peu. Ou bien c'est que j'ai mal compris exactement ce moment. Okay, to complement basically, you also plan to use Azure Traffic Analytics to gain insight into traffic patterns and detect anomalies. Les anomalies, si c'est lié au trafic, ne pense pas que ça ne touche pas du genre. C'est tout ce qu'on dit là est plus lié à Network Watcher. Tu sais que Network Watcher, c'est un outil de supervision réseau. Au réseau. Parce que quand on parle quand même de network ici, le moniteur, c'est c'était écrit en français, là, c'était bizarre. C'était comme si on installait... Comme si la panne était sur la machine. C'est quelque chose, en tout cas. Parce que je sais quand même la capture de paquet. On y doit faire la capture de paquet. Donc, en fait, il retire pour que... Ça veut dire que... Il faut comprendre que... Juste que pour que... une machine virtuelle soit supervisée avec Network Watcher, il faut aussi installer l'extension Network Watcher sur la machine. Installer l'extension de machine virtuelle de... Gars, en français, c'est bizarre. Toi-même, quand tu lis là, c'est la même chose. Pas la même chose. C'est ça qui m'a troublé. Ça veut dire installer l'agent. C'est comme si tu installais ça sur Network Watcher. Installer l'extension de machine virtuelle de l'agent. Azure Network Watcher sur. Mal analysé. C'est ça. C'est ça. Vous devez utiliser un modèle ARM existant pour provisionner 10 machines virtuelles. L'entreprise utilise déjà un espace de travail Microsoft Sentinel pour surveiller les événements de sécurité dans son environnement Azure. Vous devez récupérer le mot de passe à l'aide du modèle ARM
Le mot de passe ne doit pas être stocké en clair. Laquelle des options suivantes pour vous aider à y parvenir? Vous devez utiliser un modèle ARM existant pour provisionner 10 machines virtuelles. L'entreprise utilise déjà un espace de travail Microsoft pour suivre les événements de sécurité. Vous devez récupérer le mot de passe à l'aide du modèle ARM et le mot de passe ne doit pas être stocké en clair. Créer un code de stockage et configurer la protection de données. Configurer la protection par mot de passe Microsoft Entra. Créer le coffre-fort de clés et configurer une politique d'accès. Configurer la protection des étiquettes. On veut récupérer quoi, le mot de passe là. Oui, à l'aide du modèle ARM. Tu sais que la meilleure façon de pour des machines qui va parce que il y a Azure, vous devez utiliser un modèle ARM afin de provisionner 10 machines virtuelles. L'entreprise utilise déjà un espace dans Sentinel pour surveiller les éléments de sécurité dans son environnement Azure. Vous devez récupérer le mot de passe à l'aide du modèle ARM. Le mot de passe ne doit pas être stocké en clair. Donc ça veut dire qu'il faut créer le mot de passe là. Il faut que le mot de passe soit sécurisé ailleurs. Et que le ARM puisse avoir accès à ça. Parle de mot de passe, protection et tout ça, c'est le coffre. C'est le coffre. Et maintenant, configurer une politique d'accès, la politique d'accès là va permettre à ARM de communiquer avec le coffre pour accéder au mot de passe. Ce qui fait que le mot de passe ne sera pas stocké dans les machines. Ok. Voilà, je n'ai aucune idée. Perfecto. On dit que le coffre, le key vol là, lui, il stocke les secrets, les mots de passe pour la plus de protection. Pour qu'on ne soit pas obligé de les stocker dans les applications et les machines. C'est une mesure de sécurité. Donc, l'une des bonnes pratiques de mesure, c'est ça. Les secrets, les clés de chiffrement et les certificats doivent être gérés de façon centralisée au niveau des coffres. Et la politique d'accès, c'est une règle qui permet maintenant aux applications de venir récupérer leurs clés au niveau de Key Vault. Ok. Vous gérez un abonnement Azure qui contient des ressources suivantes. Ok. Il y a 3 groupes de ressources qui sont dans différentes régions. Une machine virtuelle qui est dans RG1 en Australie. Il y a une VMS, les machines identiques, en RG3 Australie. Il y a la proximité CD1, groupe de proximité. Je vais expliquer même ça. Va me permettre d'expliquer ce que c'est les groupes de proximité. Descend. Il y a 3 groupes de proximité. Oui, descend directement au niveau. Vous pouvez, vous prévoyez de configurer un groupe de placement de proximité pour la TDVMS, le groupe de machines virtuelles. En fait, les groupes de proximité, là, proximity group, les groupes de proximité, de placement de proximité, en fait, leur rôle, c'est de faire en sorte que tes machines soient plus proches, entre elles. C'est-à-dire que les machines que tu déploies soient proches au niveau du data center. Donc, il s'assure que les machines là ne soient pas trop éloignées. Ok. Ça fait que la communication se passe soit facile, soit vraiment fluide, oui. Maintenant, on dit ici, vous prévoyez de configurer un groupe de placement de proximité pour le TDVMSS
de groupes de machines virtuelles identiques. Parmi les groupes de placement de proximité suivants, lesquels devez-vous utiliser? Il faut tenir compte de la région ici. Maintenant, le VMS est dans quelle région? En Australie. Australie Est. Voilà. Les VM, maintenant, Il est dans RG3. le truc, oui, bon, la région ici, Il est en si Australie. tu peux tenir compte du groupe de ressources, tu vas Ouais, t'embrouiller. peut-être, Nous ouais. ne gérons pas les groupes de ressources. La région, c'est Australie Est. Et quel est le T de la proximité qui est dans l'Australie? Et TD, Trois. TD proximité 3. 3. Parmi les groupes de proximité suivants, lequel sera utilisé? Choisissons le 3. Le seul qui est logique, là, vu que c'est perfect. En expliquant, en sachant ce que c'est que le groupe. Vu que ça les regroupe tous dans le même data center, donc Ils doivent être proches. ils doivent être proches. Lis quand même comme c'est une nouvelle. Un groupe de machines virtuelles identiques, je sais ce que ça veut dire. Un groupe de machines virtuelles identiques. Le groupe de placement de proximité est un regroupement logique permettant de vous garantir que les ressources de calcul sont physiquement proches Voilà. les unes des autres. Les groupes de placement de proximité sont utiles pour des charges de travail exigeant une faible latence. Lorsque vous affectez vos machines virtuelles à un groupe de placement de proximité, elles sont placées dans le même centre de données, ce qui se traduit par une latence plus faible Voilà un peu ce d'exécution qu'il de faut. vos applications. Avançons. C'est ça qu'il faut retenir, l'élément groupe de proximité. Tu vois que dans le cours, on n'a pas parlé de ça. C'est des Non. trucs comme ça. Vous prévoyez automatiser le déploiement de serveurs Windows à l'aide d'un groupe de machines virtuelles identiques. Vous devez vous assurer que les composants web sont installés sur les machines virtuelles. Quelles actions devez-vous effectuer? Gestionner deux réponses. Vous devez automatiser le déploiement des serveurs Windows à l'aide d'un groupe de machines virtuelles identiques. Vous devez vous assurer que les composants web sont installés sur les machines virtuelles. Quelle action devez-vous effectuer? Mais il faut créer, Extension profile. Oui, l'extension profile permet de créer l'extension qui va. On dit vous devez vous assurer que les composants web ici sont installés. C'est comme une extension. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Donc, du coup, le deuxième là, c'est possible. Parce que dans le modèle ARM, le Extension Profile va permettre d'ajouter les extensions. Et le prochain là aussi fiable, un script de configuration qui va venir installer. Donc allons avec les deux. Voilà. L'extension de script personnalisé télécharge et exécute des scripts sur les machines virtuelles Azure. Cette extension est utile pour la configuration post-déploiement, l'installation de logiciels ou toute autre tâche de configuration ou d'édition. Ouais, ça veut dire que ce que tu veux faire en réseau là, le script va venir faire ça sur chaque machine virtuelle après. Vous pouvez utiliser un modèle de ARM pour créer un groupe de machines virtuelles identiques qui lancera 5 serveurs Ubuntu. Vous devez vous assurer que NGX est installé sur toutes les machines virtuelles. Et c'est la même chose qu'on a regardé tout à l'heure. Chaque fois qu'on veut installer un élément, un outil au moment de créer une machine virtuelle, c'est toujours les extensions. C'est ça.
Vous avez déployé une machine virtuelle Ubuntu nommée TD Azure VM1. Vous avez créé un modèle basé sur la configuration de TD Azure VM1, machine virtuelle. Dans la machine virtuelle TD Azure VM1, et vous l'avez chargé dans la bibliothèque Azure ARM. Vous devez provisionner une nouvelle machine virtuelle nommée TD Azure VM2 en utilisant le même modèle ARM. Quelles sont les options de configuration de ce processus? On a créé une machine, on a déployé une machine virtuelle Ubuntu avec qui s'appelle TD Azure VM1. On a créé son modèle ARM, on a mis de côté. Mais vous provisionner une deuxième machine en utilisant le même modèle ARM. Quelles sont les options de configuration pour ce processus? On a dit le même nom. Système Oui. opérateur, c'est quoi ici? Taille de la machine virtuelle. Quelles sont les options de configuration? Ça veut dire qu'on peut choisir plusieurs. Non, une seule. La taille des gens peut changer. Groupe de ressources. Quelles sont les... Oui, on dit quelles sont... Il faut comprendre. Si on analyse bien, on va trouver. Puisque nous avons déjà fait les déploiements ARM, donc on a créé une machine. Tu sais que le ARM, c'était quoi? On créait d'abord. Après... Oh. Ok, tu vois que la question en anglais est plus simple. What can be configured in this custom deployment? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut configurer dans ce custom deployment? Oui, déploiement personnalisé. Tu vois qu'en anglais, en français, c'était bizarre. C'était pas au système d'exploitation. C'est ça. Availability option, resource group. Ok, allons-y. You created a template based on the configuration of the virtual machine and uploaded it to the Azure Resource Group Manager library. You need to provision a new virtual machine name. Ok, le nom déjà sera changé. Bon, il n'y a pas le nom ici. Using the same template in ARM. What can be configured in this custom deployment process? Je pense qu'on peut changer le groupe de ressources. Oui, dans le déploiement, on peut changer le système. Tu as changé le système avec la taille. Tu vas changer, oui. Parce que tu utilises le même modèle ARM. Donc c'est la même machine que tu veux redéployer. C'est ça l'idée en fait. C'est que tu as une machine, tu veux redéployer la même machine identique avec le même modèle ARM. C'est pas, je pense. Tu peux la déployer dans un autre groupe de ressources par exemple. On peut. Parce que tu vas modifier la taille. Mais dans l'ARM, on ne peut pas modifier la taille. On peut utiliser la même. Parce que c'est la même ici là, il faut pas trop. Il faut pas pousser la réflexion très haut, pensant qu'on ne veut pas en fait forcément modifier les caractéristiques de la machine. C'est qu'on veut seulement redéployer. C'est ça, non? Et au moment de redéployer, généralement, on choisit le groupe de ressources. Tu te rappelles, non? Quand tu as fini de modifier l'intérieur, avant de déployer, il y a le ressource groupe. Il y a aussi le nom qu'on peut changer directement. Mais tu peux sélectionner le groupe de ressources. Mais les operating systems et la size, là, il faut entrer dans le fichier ARM et modifier. ARM pour modifier, c'est ça? Okay. Oh, sauf qu'on veut redéployer la même machine. Terminé. Est-ce que tu as eu ton... Combien de pourcents? C'est combien de pourcents?
Allô? Allô?